très chers auditeurs de Radio Horizon, bonsoir et bienvenue au journal. Voici les titres. Lancement ce jeudi des travaux de construction des nouveaux bureaux de la préfecture du Zior et de réfection des bâtiments du lycée Tchévier 1 par le ministre Gilbert Bawara. Dans cette édition, Madame Ezebio Amenouvé, sage-femme d'État au CMS de Baguida, va nous dire comment les femmes doivent faire leur toilette intime. Et Dr Gabba du centre psychiatrique de Zébévi va nous parler de quelques facteurs de la maladie mentale. Radio Horizon à Thiévier sur 101.1. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le développement des titres du journal. Son Excellence Gilbert Bawara, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, a lancé ce jeudi à Thiévier les travaux de construction des nouveaux bureaux de la préfecture du Zior et de la réfection des bâtiments du lycée de Thiévier 1. Ces travaux marquent le début de la deuxième phase de la politique du gouvernement togolais de doter toutes les préfectures de bâtiments plus modernes afin que les populations puissent bénéficier de meilleures prestations de services. Denis Yaouché Abba est architecte, urbaniste et réalisateur des nouveaux bureaux. Il nous dit ce qui va être fait exactement. Le projet de construction des bureaux de préfecture a été lancé en 2011 par le gouvernement. Il y a une première phase qui a été réalisée dans les 6 nouvelles préfectures et sous-préfectures qui ont été créées en 2009. La deuxième phase a été lancée et Thiévier a été choisi pour le démarrage. Le projet a été redimensionné parce que Thiévier est non seulement le chef-lieu de la préfecture de Zior, mais aussi le chef-lieu de la région maritime. Le projet a été légèrement plus grand que ce qui a été réalisé dans les autres préfectures. La description technique, essentiellement, vous avez les bureaux du préfet et des services administratifs qui occupent l'aile ouest du bâtiment, les bureaux des services techniques du président du conseil, du secrétaire du conseil qui occupent l'aile est, et au centre du bâtiment, vous avez l'espace d'accueil et une salle de réunion de 80 places. Je tiens à souligner que ce n'est que la première phase du projet. Il y aura une salle polyvalente de 300 places qui sera construite et les résidences du préfet et du secrétaire général qui seront construites ultérieurement. Le projet est prévu pour durer 10 mois. Notons que plusieurs autorités politico-administratives, religieuses et traditionnelles, les responsables des services déconcentrés de l'État, les directeurs des organisations de la société civile, les représentantes des associations de femmes, les médias ont pris part à l'événement. La voix du Zior. Le 25 avril prochain, les Togolais vont se rendre aux urnes pour choisir leur président. Cette période très sensible dans le développement d'un pays a souvent été mouvementée par des troubles sociaux alors qu'elle doit normalement se dérouler dans un climat apaisé. Conscient de cette réalité, le Conseil des chefs traditionnels de la préfecture de Zior a initié une campagne de sensibilisation à l'endroit des acteurs de mobilisation. Celle-ci vise la diffusion aux populations des messages de paix et de non-violence en période électorale. Togui Kokou Adjaklo et Rlan 5, chef canton de Gapé Bodji, président par intérim du Conseil des chefs traditionnels de Zior. Au moment des élections, on constate des violences, des casses, des violences multiformes. Le Conseil s'est penché sur ce problème et a pris sur lui de prendre son bâton de pèlerin, d'aller vers leur population, les sensibiliser sur ce phénomène qui ne nous arrange pas. En 2013, on a fait ça et ça a porté fruit. Nous n'avons pas baissé les bras. À la veille de ces échéances électorales encore, le Conseil a décidé encore de prendre son bâton de pèlerin et aller à la sensibilisation. Nous avons sillonné tous les 17 cantons, c'est le tour de Thiévier. On a reparti Thiévier en 4 zones qui ont été sillonnées par des groupes. Tous les chefs, les 4 groupes-là se sont réunis aujourd'hui pour appuyer encore cette sensibilisation. C'est ce qu'on vient de faire. Et nous sommes fiers que les gens ont répondu et nous avons constaté que les gens ont accueilli favorablement le message. Nous espérons que ça fera encore plus de taches d'huile que l'année 2013. Les artisanes de paix ont également leur rôle à jouer pour une élection apaisée. Elles vont toutes mettre en œuvre pour réussir leur pari. Madame Doglan Adedje Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo, artisanes de paix.
dans nos quartiers, dans toute la ville de Thiévié, même dans nos cantons. Nous allons suivre ce qui se passe jusqu'au jour des élections. Même après les élections, nous allons sillonner les bureaux de vote, les quartiers, voir tout ce qui se prépare sur la violence dans la ville de Thiévié ou dans la préfecture, et nous allons très tôt enrayer le mal. La voix du Zio. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle 2015 au Togo qui va avoir lieu le 25 avril, tous les acteurs se préparent pour la réussite de ce scrutin, très attendu sur le plan national et international. C'est parce que les médias vont jouer un grand rôle dans le déroulement du scrutin qu'un guide a été édité à leur endroit. Denis Gossou. Le guide du journaliste pour une couverture médiatique et professionnelle de l'élection présidentielle 2015 au Togo est un document, une somme de 215 pages. Cet outil va servir de guide aux professionnels des médias en période électorale. C'est le patronat de la presse togolaise PPT qui a réalisé le document en mars 2015. Une compilation de tests à valeur constitutionnelle, de lois ordinaires et d'autres tests réglementaires qui entrent dans le processus électoral. En plus de l'historique des élections au Togo, le document dresse les portraits des 5 candidats à l'élection présidentielle 2015 et une liste de référence des membres des CELI et commandants des FOSEP. Ceci pour permettre aux journalistes de faire bien et avec professionnalisme leur travail. Pour Zeus Aziadouvo, président du patronat de la presse togolaise, il s'agit de fournir des renseignements concernant la procédure d'inscription au bureau de vote, au financement de la campagne électorale, à la durée de la campagne électorale, aux lois relatives à la publicité et à la couverture médiatique, au dépouillement, à la publication des résultats, à la gestion des contentieux électoraux, etc. Ce guide va aussi permettre aux journalistes des médias de maîtriser les tests et les institutions impliquées dans le processus électoral et les amener à donner des informations justes et objective. Selon Daniel Lawson-Drake, journaliste éditorialiste, consultant média, contribuer à une meilleure couverture des élections par les médias implique indubitablement pour des professionnels des connaissances et des piqûres de rappel sur le métier, sur les bonnes pratiques journalistiques et sur le sens à donner à sa responsabilité sociale. Le présent guide se veut une aide-mémoire du journaliste togolais en période électorale, un outil pratique pour faciliter l'importance et la compréhension de sa mission durant le processus électoral. Tout comme le guide du Reporter sans frontières, le guide du journaliste pour une couverture médiatique professionnelle de l'élection présidentielle 2015 au Togo est très pratique. Se l'approprier, c'est acquérir de bonnes techniques de reportage, d'interview et autres genres rédactionnels. Rappelons que l'élaboration de ce guide a connu un appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Nous remercions Denis Gossou pour ces informations. La voix du Zio. Chaque 2 avril, la communauté internationale célèbre l'autisme. Cette journée vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type de handicap touche une personne sur 150 dans le monde. Les parents d'enfants qui présentent des troubles de ce type rencontrent comme difficulté l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Le monde médical est encore aujourd'hui trop divisé et les différents intervenants ont du mal à s'accorder. Les psychomotriciens adressent ainsi aux enfants et aux familles un message de soutien espérant que la mobilisation voulue pour la journée mondiale puisse continuer à sensibiliser un maximum d'acteurs autour de cette cause. La journée mondiale de l'autisme nous conduit à la maladie mentale. Dépression, psychose, névrose, schizophrénie menacent l'équilibre mental de l'homme. Très invalidante, la maladie mentale affecte le quotidien de plusieurs personnes. À un certain degré, elle dépersonnalise le malade, il se déshabille, agresse les gens dans la rue, parfois et devient très violent. Plusieurs facteurs sont responsables de la maladie mentale. Dr Gaba Dovi Abraham,
médecin sciatrique, chef du service médical de l'hôpital de Zébé, nous présente quelques-uns. Au moment de la fécondation devrait se faire en une période de bonne santé physique et morale. Mais malheureusement, l'expérience de tous les jours montre que celle-ci se produit parfois au cours de l'ivresse ou dans un état de conflit psychique ou de découragement. Donc il est connu que les enfants conçus d'un état d'alcoolisme sont souvent des idiots, des arriérés ou des épileptiques. Mais ces causes sont toutefois assez rares. Pendant la gestation, au cours de la grossesse, les surmenages, les chocs affectifs et émotionnels, les traumatismes, les infections telles que la syphilis, la rubéole, la toxoplasmose, les intoxications de la mère au rayon X, ou bien l'absorption de certains médicaments, de certains vaccins, le vaccin contre la rougeole par exemple, contre la fièvre jaune, contre la polio. Donc tout ça là retentit sur l'embryon et va provoquer ce que nous appelons les embryopathies. Une femme qui prend de l'alcool et qui prend de la drogue au cours de la grossesse va donner un enfant qui va être candidat à la maladie mentale. Nombreux sont les accidents de l'accouchement qui peuvent être à l'origine des troubles mentaux chez l'enfant. D'abord, la perte prématurée des os, les circulaires du cordon, donc le cordon ombilical qui va entourer l'enfant et qui va empêcher l'enfant de descendre. Il y a également la mort apparente, donc un enfant qui est né fatigué, qui va être réanimé. Et également, il y a certaines manipulations au cours de la grossesse, de l'accouchement qui vont concourir à donner des enfants qui seront candidats à la maladie mentale, comme le forceps et le vacuum. Il y a l'hérédité également qui intervient pour générer la maladie mentale au cours de l'accouchement. Nous venons d'écouter Dr Gabadovi Abraham, médecin psychiatrique, chef de service médical de l'hôpital de Zébé. Il nous a présenté quelques facteurs responsables de la maladie mentale. Nous allons revenir largement sur cette maladie au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent de la sexualité féminine. Nous avons cherché à savoir comment la femme doit faire sa toilette intime. Madame Ezebio Amenouvé, sage-femme d'État au centre médico-social de Baguida, nous a répondu. Nous l'écoutons. L'appareil génital est divisé en deux. Il y a la partie externe et la partie interne. Donc, nous disons à nos femmes de faire la toilette vulvaire et non la toilette intime. C'est-à-dire laver la vulve et les côtés du clitoris et laisser le vagin même. C'est-à-dire mettre la main dans le vagin, soit disant qu'elles s'en vont chercher quelque chose à l'intérieur du vagin. Non, il faut faire la toilette vulvaire seulement. Une femme qui fait la toilette vulvaire seulement et laisse le vagin humide dans le lit, elle doit bien satisfaire son mari. Mais une femme qui fait la toilette intime en mettant la main dans le vagin, soit disant qu'elle est en train de racler les choses, dans le lit elle va sentir des douleurs. Au lieu qu'elle sente des douceurs, elle va sentir des douleurs, elle ne sera pas bien à l'aise dans le lit. Et nous avons prié nos sœurs aussi de se coucher nues, de ne pas mettre les sous-vêtements avant de dormir. De même que les hommes. Et au moment des menstrues, elles peuvent toutefois porter les sous-vêtements, mais quand elles ne sont pas en menstruation, elles peuvent rester comme ça et dormir nues pour laisser le vagin aussi aérer et respirer. C'est-à-dire les couples qui veulent d'enfants, nous leur conseillons au moment de fécondité d'avoir au moins 3 rapports par semaine. Mais les couples qui sont là, les vieux couples, ça dépendra de leur gré. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Généralement utilisé par nos grands-parents, des fois au clair de la lune, des fois autour du grand feu, pour raconter des histoires et passer des messages, le conte n'a plus aujourd'hui sa valeur d'antan. Pour certains, le conte n'est pas si important, mais plusieurs personnes estiment que l'Afrique affiche son identité culturelle à travers le conte. Mario Atiroko, directeur du Festival international du conte du Togo, nous parle de l'importance du conte. À travers le conte, par exemple, on éduque. On passe beaucoup de morale à travers le conte. Il y a longtemps, nos parents racontaient des histoires et donnaient beaucoup de leçons de morale, beaucoup de leçons de vie à travers le conte. Et ça continue aujourd'hui. Par exemple, le groupe de contes traditionnels de Kodjo que nous avons rencontré lors de notre toute première édition du Festival international de contes. Et ce groupe-là continue de raconter aujourd'hui. Et à travers le conte, la population qui vient écouter apprend énormément beaucoup de choses.
et beaucoup de leçons de morale, beaucoup de leçons de vie. Et c'est à travers ces comptes-là que les gens sauront, la population saura que ça n'est pas bien de voler et que le voleur est toujours sanctionné. Et c'est à travers ces comptes que nous saurons que le bienfait est toujours bien récompensé. Et quand tu fais mal, tu seras récompensé également très mal par un créateur qui existe quelque part. Le conte est aujourd'hui utilisé comme un moyen didactique très très puissant. Et quand je dis que j'utilise l'équerre pour tracer des droites perpendiculaires, je peux également utiliser le conte pour permettre aux élèves d'apprendre leur table de conjugaison. Je viens de dire que c'est un récit. Et le récit a un temps. Il y a des temps du récit, des temps de conte. Donc, si je peux partir du conte pour permettre aux élèves de maîtriser l'art de conjuguer, je peux dire que le conte devient là un outil didactique très très puissant qu'on peut utiliser à l'école, qui fait partie même des programmes d'enseignement dans certains pays comme le Bénin et le Burkina Faso. Le Togo ne l'a pas encore. Nous enseignons déjà les arts vivants à l'Institut national de la jeunesse et des sports, où le conte fait partie quand même de ces disciplines-là que nous enseignons comme des arts vivants. Donc le conte a plusieurs utilités aujourd'hui, et le conte peut permettre de beaucoup voyager. À travers le conte, on peut devenir un professionnel. Le conte, c'est un métier aujourd'hui en France. Il y a des gens qui vivent que du conte, qui sont des artistes conteurs et ne vivent que de ça. Ils sont recrutés, ils sont répertoriés comme fonctionnaires d'État parce qu'ils sont simplement conteurs. La vie est pleine de surprises, de défis et de barrières qu'il faut franchir. Il faut croire chacun de nous en sa force intérieure, faire preuve de courage et de bravoure et surtout ne pas céder, ne jamais lâcher et surtout ne jamais baisser les bras. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Pascal Woglo et Denis Gossou. Réalisation Yolu Moutala. Très bonne suite de nos programmes et au revoir.